Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. À la suite de cette aventure, la maison du 29 Neibolt Street avait acquis un statut très particulier dans l'imagination d'Eddie. À la vue de sa cour envahie d'herbe, de son porche affaissé et des planches clouées en travers des fenêtres, il se sentait pris d'une fascination malsaine. Et 6 semaines auparavant, il avait garé sa bicyclette sur le bord de la route en gravier, le trottoir s'interrompait 4 maisons plus haut, avant de traverser le jardinet jusqu'au porche. Il s'était retrouvé, le cœur cognant dans la poitrine, avec ce même goût sec dans la bouche que la première fois. À écouter le récit de la photo vivante de Bill, il comprit que ce qu'il avait ressenti en s'approchant de la maison était comparable à ce que Bill avait éprouvé dans la chambre de George. Il avait l'impression de ne plus contrôler ce qu'il faisait, mais d'être poussé par quelque chose. Ce n'étaient pas ses pieds qui bougeaient, aurait-on dit, mais la maison, broyant du noir et silencieuse, qui paraissait s'avancer vers l'endroit où il se tenait. Il entendait, venant de la gare, le bruit atténué d'un diesel, ainsi que de temps en temps, le claquement métallique et liquide à la fois des tampons. On enlevait des wagons, on en accrochait d'autres, on constituait un train. Sa main s'empara de l'inhalateur, mais, curieusement, son asthme ne vint pas lui étreindre la gorge, comme le jour où il avait fui devant le clochard au nez pourri. Il n'avait conscience que du sentiment de son immobilité, tandis qu'il regardait la maison s'avancer sournoisement vers lui, comme si elle glissait sur une voie invisible. Eddie regarda sous le porche. Il n'y avait personne, ce qui n'avait rien d'étonnant. On était au printemps, et c'était plutôt de la fin septembre à la mi-novembre que les vagabonds passaient par Derry. Pendant cette période, ils arrivaient à trouver quelques journées de travail dans les fermes environnantes, s'ils étaient à peu près présentables. Il y avait la cueillette des pommes de terre et des pommes, les barrières à neige à retaper, les toits des granges et des hangars à rapiécer avant l'arrivée de décembre et de ses frimas. Aucun clochard sous le porche, mais de nombreuses traces de leur passage. Boîtes et canettes de bière vides, bouteilles d'alcool vides, une couverture raide de crasse allongée contre les fondations de briques, comme un chien mort. Il y avait également des morceaux de papier journal chiffonnés et une vieille chaussure. Il régnait une lourde odeur de détritus. D'épaisses couches de feuilles mortes devaient pourrir là-dessous. Eddie ne put s'empêcher de ramper sous ce porche. Il sentait les battements de son cœur jusque dans la tête maintenant, accompagnés d'éclairs blancs qui traversaient son champ de vision. L'odeur était encore pire en dessous, mélange de gnôle, de sueur et du parfum brun des feuilles en décomposition. Ces dernières ne craquaient même pas sous ses mains et ses genoux, et n'émettaient qu'un chuintement mou. « Je suis un clochard », pensa absurdement Eddie. « Je suis un clochard et je brûle le dur, c'est mon truc. J'ai pas un rond, j'ai pas de baraque, mais j'ai récupéré une bouteille, $1 et un coin pour roupiller. Je vais ramasser des pommes cette semaine et des patates la suivante et, quand la terre sera verrouillée par le gel, comme de l'argent dans un coffre de banque, eh bien je sauterai dans l'un de ces wagons de la GSWM qui empestent la betterave, je m'installerai dans un coin, sous du foin, je me taperai un godet et un morceau de quelque chose, et si je me fais pas virer par un des mecs de la sécurité des trains, je sauterai sur un wagon de la Mbama Star, et je filerai vers le sud pour aller cueillir des citrons et des oranges. Et si on m'arrête pour vagabondage, j'irai construire des routes pour les touristes. Mon Dieu, je l'ai déjà fait, non? Je suis juste un vieux clochard solitaire, j'ai pas un rond, j'ai pas de maison, mais il y a une chose que j'ai. Une maladie qui me bouffe. Ma peau se fend, mes dents tombent, et savez quoi? Je sens que je tourne à l'aigre comme une pomme qui pourrit, je le sens arriver. Je sens que ça me bouffe de dedans, sans trêve ni répit. Eddie repoussa la couverture crasseuse du bout des doigts, ne pouvant retenir une grimace en la touchant. L'une des fenêtres basses qui donnait sur la cave se trouvait juste derrière, un carreau brisé, l'autre rendu opaque par la crasse. Il s'inclina vers l'ouverture, se sentant presque hypnotisé. Il s'approcha des ténèbres de la cave, respirant cette odeur du temps, chose desséchée, moisissure, de plus en plus, et le lépreux l'aurait certainement attrapé si son asthme n'avait pas choisi cet instant précis pour déclencher une crise. Un poids terrible
indolore mais angoissant, écrasait ses poumons, tandis que sa respiration adoptait ce rythme sifflant familier qu'il avait en horreur. Il recula, et c'est alors qu'apparut le visage. Il se présenta de manière si soudaine, si inopinée, et cependant en même temps si prévisible, que le jeune garçon n'aurait pas pu crier, même s'il n'avait pas eu de crise d'asthme. Ses yeux s'agrandirent démesurément, sa bouche s'entr'ouvrit avec effort. Ce n'était pas le clochard au nez amputé, mais un être qui lui ressemblait, terriblement. Et cependant, cette chose ne pouvait être humaine. Impossible d'être autant bouffé de partout et vivant en même temps. Entaillé, la peau de son front laissait voir l'os blanc d'où s'épanchait une sorte de mucus jaunâtre et qui donnait une impression de projecteur blafard. Le nez se réduisait à 2 arches de cartilage brut, enjambant 2 rigoles sanguinolentes. L'une des orbites abritait un œil bleu à l'expression joyeuse. L'autre débordait d'une masse de tissu brun-noir. La lèvre inférieure pendait comme un morceau de foie. Le lépreux n'avait pas de lèvre supérieure et exhibait un ricanement permanent de dents proéminentes. Il lança une main par la vitre brisée, l'autre à travers le carreau intact qu'il fit voler en éclats. Des mains avides de saisir et d'étreindre, couvertes de plaies et d'un grouillement de vermine. Avec des miaulements et des hoquets, Eddie recula à 4 pattes, sur le point de ne plus pouvoir respirer. Son cœur était un moteur emballé incontrôlable dans sa poitrine. Le lépreux paraissait habillé d'un étrange costume argenté, en haillons. Des choses grouillaient entre ses mèches de cheveux bruns. « Que dirais-tu d'une petite pipe, Eddie ?» grinça l'apparition. Un sourire cauchemardesque à ce qui lui restait de bouche. Il chantonna « Bobby te fait ça pour 10 cents, il te le fait quand tu veux, et c'est 15 cents pour le grand jeu. » Il cligna de son œil unique. « Je m'appelle Bob Gray, Eddie, et maintenant que nous avons été convenablement présentés... » L'une de ses mains vint s'abattre sur l'épaule d'Eddie, qui piaula faiblement. « C'est très bien, » reprit le lépreux. Avec un sentiment irréel d'épouvante, Eddie se rendit compte qu'il allait sortir en rampant par la fenêtre. L'armure osseuse de son front pelé fit éclater le mince montant de bois qui séparait les 2 panneaux vitrés. Ses mains s'agrippaient à la terre et aux feuilles en décomposition. Ses épaules commencèrent à passer par l'ouverture, sans que l'unique œil bleu, flamboyant, ne quittât un instant Eddie. « Voilà, Eddie, j'arrive, tout va bien, » croassa-t-il. « Tu vas aimer ça, là, en bas, avec nous. Certains de tes amis s'y trouvent déjà. » Les mains crochues se tendirent de nouveau, et dans un coin de son esprit en proie à la terreur panique, l'enfant eut soudain la froide certitude que si cette chose touchait sa peau nue, il se mettrait lui-même à se putréfier. Cette idée rompit la paralysie qui s'était emparée de lui. Il battit en retraite sur les mains et les genoux, se tourna et se précipita vers l'autre bout du porche. D'étroits rayons de soleil poudreux tombant entre les fentes du plancher venaient zébrer de temps en temps sa figure. Des toiles d'araignée s'accrochèrent à ses cheveux. Il jeta un coup d'œil derrière lui et vit que le lépreux était à demi sorti de la cave. « Ça va te faire du mal de courir, Eddie !» lui lança le lépreux. Eddie avait atteint l'autre bout du porche, fermé par un léger treillis. Le soleil brillait au travers, imprimant des diamants de lumière sur ses joues et son front. Il baissa la tête et fonça, sans la moindre hésitation, fracassant tout l'entrelacs de baguettes dans un grand bruit de clous rouillés arrachés. De l'autre côté, l'attendait une jungle de rosiers à travers laquelle il se précipita en se remettant sur ses pieds, sans sentir les égratignures des épines sur les bras, les joues et le cou. Il put enfin se retourner et partir sur ses jambes flageolantes, tout en tirant l'inhalateur de sa poche. Il en prit une bouffée. Ça ne s'était pas produit. Ce n'était pas possible. Il n'avait fait qu'imaginer le clochard dans sa tête, et il s'était simplement... Monter un spectacle? Raconter une histoire. Un film d'horreur comme ceux des séances du samedi après-midi, avec Frankenstein ou le loup-garou, aux bijoux, aux gemmes ou à l'Aladin. C'était ça, bien sûr. Il s'était lui-même fichu la trouille. Quel crétin il était! Il eut même le temps d'un éclat de rire nerveux, à l'idée de la vigueur insoupçonnée de son imagination, avant que les mains pourrissantes n'apparaissent d'en dessous le porche, s'accrochant au rosier avec une férocité brutale, tirant dessus et les dénudant, non sans y déposer des perles de sang. Eddie hurla. Le lépreux se dégageait en rampant. Il vit alors qu'il portait un costume de clown,
avec des gros pompons orange sur le devant en guise de boutons. La chose vit Eddie et sourit. Le cratère qui lui servait de bouche s'ouvrit, laissant pendre la langue. Eddie hurla de nouveau, mais personne n'aurait pu entendre le cri étouffé d'un enfant hors d'haleine depuis la gare où pilonnait le diesel. La langue du lépreux se mit à s'allonger et à se dérouler comme un serpentin de fête, se terminant en pointe de flèche. Elle rampait dans la boue, écumeuse, suintant d'une humeur jaunâtre épaisse, couverte d'un grouillement de vermine. Les rosiers sur lesquels le printemps avait posé les premières touches de vert tendre lorsqu'Eddie était passé au travers, noircissaient et se desséchaient. « Une pipe ?» murmura le lépreux, en se redressant sur ses pieds chancelants. Eddie bondit vers sa bicyclette, la même course effrénée que l'autre fois, si ce n'est qu'elle se déroulait maintenant comme un cauchemar, dans lequel on avance avec une lenteur angoissante, en dépit de tous ses efforts. Et dans ses rêves, n'entend-on pas ou ne sent-on pas toujours quelque chose, un ça qui gagne du terrain? Est-ce que l'haleine pestilentielle de ça ne vous étouffe pas toujours? Une haleine comme celle qui venait maintenant aux narines d'Eddie. Il crut un instant d'espoir insensé, qu'il s'agissait vraiment d'un cauchemar. Peut-être allait-il se réveiller dans son lit en larmes, mais vivant, en sécurité surtout. Puis, il repoussa cette idée au charme mortel, au réconfort fatal. Il n'essaya pas d'enfourcher immédiatement sa bicyclette, mais courut au contraire, à côté, tête baissée, pesant sur le guidon. Il avait l'impression de se noyer, non pas dans de l'eau, mais dans sa propre poitrine. « Une petite pipe !» murmura de nouveau le lépreux. « Reviens quand tu veux, Eddie. Amène tes copains !» Il crut se sentir effleuré par les doigts putréfiés, à la hauteur de la nuque, mais il ne s'agissait sans doute que d'une toile d'araignée, accrochée sous le porche et qui lui pendait dans le cou. Sa peau se hérissa. Il bondit enfin sur sa bicyclette et se mit à pédaler, comme un forcené, sans s'inquiéter de sa gorge réduite à un trou de tête d'épingle, sans en avoir rien à foutre de son asthme, sans se retourner. Il était presque arrivé chez lui lorsqu'il jeta pour la première fois un coup d'œil par-dessus son épaule. Et bien entendu, ne vit rien, sinon deux gosses qui se dirigeaient vers le parc pour y jouer au ballon. Cette nuit-là, raide comme un piquet dans son lit, sa main droite tenant fermement l'inhalateur, scrutant les ténèbres, il entendit le lépreux murmurer « Ça va te faire du mal de courir, Eddie !» « Oh là là !» fit Richie d'un ton respectueux. C'était le premier commentaire depuis que Bill Denbrough avait terminé son récit. « Est-ce qu'il te reste des cigarettes, Richie ?» Richie lui donna la dernière qui lui restait du paquet qu'il avait subtilisé, déjà à moitié vide, dans un tiroir du bureau de son père. Il lui donna même du feu. « Ce n'était pas un rêve, Bill ?» demanda soudain Stan. « Ah, absolument pas, » répondit Bill en secouant la tête. « C'est bien réel, » dit Eddie à voix basse. Bill lui jeta un regard aigu. « Quoi ?» « J'ai dit que c'était bien réel, » reprit Eddie, le regardant presque comme s'il lui en voulait. « Ça s'est vraiment passé, ça s'est produit. » Et avant d'y songer, avant de savoir ce qu'il allait dire, il se retrouva en train de leur raconter l'histoire du lépreux, sorti en rampant du sous-sol de la maison de Neibolt Street. Au milieu de son récit, l'air se mit à lui manquer et il fallut se servir de son inhalateur. À la fin, il éclata en sanglots suraigus qui secouèrent son petit corps. Tous le regardaient, gênés, et Stan posa une main sur son épaule. Bill lui donna une accolade maladroite, tandis que les autres détournaient les yeux. Tout va bien, Eddie. Tout va bien. Moi aussi je l'ai vu, dit soudain Ben Hanscom, d'un ton de voix rude, où perçait une note de frayeur en dépit de sa retenue. Eddie releva la tête, le visage toujours inondé de larmes, les yeux rouges et tuméfiés. « Quoi ?»« J'ai vu le clown, » reprit Ben. « Sauf qu'il n'était pas comme tu as dit, en tout cas pas quand je l'ai rencontré. Il n'était pas du tout visqueux, tout sec au contraire. » Il se tut et regarda ses mains, posées sur ses cuisses éléphantesques.
J'ai cru que c'était la momie. Comme dans les films? Demanda Eddie. Oui, mais pas exactement, répondit Ben lentement. Dans les films, elle a l'air bidon. Ça fait peur, mais on se rend bien compte que c'est truqué, hein? Les bandages sont trop impeccables, par exemple. Mais ce type, il avait l'air d'être une vraie momie. Je veux dire comme si on en trouvait une au fond d'une pyramide. Sauf le costume. Quel costume? Argenté, avec de gros pompons orange sur le devant, fit Ben en regardant Eddie. Ce dernier en resta bouche bée. Au bout d'un instant, il dit « Dis-le tout de suite si tu blagues. Il m'arrive encore de rêver à ce type sous le porche. » « Ce n'est pas une blague, » assura Ben, qui commença à raconter son histoire, lentement, en partant du moment où il s'était porté volontaire pour aider Mrs. Douglas à ranger ses livres, pour finir par les mauvais rêves que lui aussi faisait. Il parlait sans regarder les autres, comme s'il éprouvait une grande honte pour son comportement. Il ne releva pas une seule fois la tête pendant tout son récit. « Tu dois avoir rêvé, » dit finalement Richie, qui, devant la grimace de Ben, reprit précipitamment. « Ça n'a rien de personnel, Ben, mais tu dois bien te rendre compte que des ballons ne peuvent pas flotter comme ça, contre le vent. » « Les photos ne clignent pas de l'œil non plus, » objecta Ben. Troublé, Richie regarda tour à tour Ben et Bill. Accuser Ben de rêver tout éveillé était une chose, en accuser Bill en était une autre. Bill était leur chef, celui vers lequel ils se tournaient tous. Personne ne l'avait jamais dit, c'était inutile, mais Bill était leur tête pensante, celui qui trouvait toujours quelque chose à faire un jour de pluie, celui qui se souvenait des jeux que les autres avaient oubliés. D'une certaine façon, bizarrement, il sentait qu'il y avait quelque chose d'adulte en Bill, qui les rassurait. Son sens des responsabilités, peut-être, ou l'impression qu'il n'hésiterait pas à les prendre si cela devenait nécessaire. Et pour dire la vérité, Richie croyait l'histoire de Bill, aussi insensée qu'elle fût. Et peut-être n'avait-il aucune envie de croire à celle de Ben, voire à celle d'Eddie. Il ne t'est jamais rien arrivé de semblable, hein? Demanda Eddie à Richie. Ce dernier garda quelques instants le silence, commença à dire quelque chose, secoua la tête, et finit par lancer au bout d'un moment. La chose la plus effrayante que j'ai vue récemment, je vais vous dire ce que c'était. Mark Prenderlist en train de lansquiner dans le parc McCarran. Jamais rien vu d'aussi moche. Et toi, Stan? Demanda Ben. Non, répondit Stan un peu trop vivement en regardant ailleurs. Son petit visage était tout pâle et il avait les lèvres blanches à force de les serrer. Il y a quelque chose, Stan? Non, je vous ai dit, fit Stan en bondissant sur ses pieds. Il se dirigea vers la rive, main dans les poches, et resta à regarder l'eau qui débordait du barrage original et continuait de monter derrière la deuxième tranche des travaux. « Allons, Stanley, voyons !» l'encouragea Richie en adoptant un fausset suraigu. C'était une autre de ses voix, grand-mère Grant. Quand il l'adoptait, il marchait à pas menus, un poing dans le dos, et caquetait comme une poule effrayée. L'imitation était néanmoins bien loin d'être convaincante. « Assez de chichi, Stanley! Raconte à ta vieille mamie comment tu as vu le méchant clown, et je te donnerai un biscuit au chocolat. Tu n'as qu'à me dire « La ferme !» aboya brusquement Stan, fonçant sur Richie qui, pris de court, fit 2 ou 3 pas en arrière. « La ferme !»« D'accord, Buana !» fit Richie en s'asseyant. Il observait Stan, incrédule. Ce dernier avait les joues écarlates, mais il paraissait plus effrayé que furieux. « Ça va !» intervint Eddie d'un ton calme. « Ne te formalise pas, Stan. »« Ce n'était pas un clown, » admit Stanley. Son regard sautait de l'un à l'autre, agité. Il paraissait lutter avec lui-même. « Tu peux parler, » dit Bill, lui aussi d'un ton calme. « Nous l'avons bien fait. » Ce n'était pas un clown. C'était... À cet instant précis, le baryton sonore et raboté au whisky de Monsieur Nell l'interrompit, les faisant tous sursauter comme si on venait de leur tirer dessus. « Jésus-Christ à la jambe de bois! Gardez-moi ce désastre! Jésus-Christ! » Chapitre 8. La chambre de Georgie et la maison de Neibolt Street.
Richie Tosier ferme la radio, qui l'assourdit avec Madonna dans Like a Virgin, sur WZON, la station de rock de Bangor, d'après ses propres déclarations hystériquement réitérées, s'engage sur le bas-côté de la route, coupe le moteur de la Mustang louée chez Avis à l'aéroport de Bangor, et quitte le véhicule. Il entend sa propre respiration jusqu'à l'intérieur de sa tête. Il vient de voir un panneau indicateur qui a soulevé la chair de poule dans tout son dos. Il passe devant la voiture et s'appuie des mains sur le capot. On entend les menus claquements que fait un moteur en se refroidissant. Un jet cajole brièvement puis se tait, tandis que les grillons continuent à striduler. C'est tout pour la bande sonore. Il a vu le panneau. Il l'a dépassé. Et soudain, il est de nouveau à Derry. Au bout de 25 ans, Richie Tosier la grande gueule est de retour chez lui. Il a... Brutalement, des aiguilles de douleur insupportables s'enfoncent dans ses yeux, balayant ses réflexions. Il pousse un petit cri étranglé et porte les mains à son visage. La seule fois où il a ressenti une douleur du même genre, mais en moins cuisant, remonte au jour où, au collège, un cil s'était pris sous l'un de ses verres de contact. Aujourd'hui, ce sont ses 2 yeux qui le font souffrir. Ses mains n'ont pas encore touché son visage que la douleur a disparu. Il baisse lentement les bras, songeur, et regarde la route numéro 7. Il a quitté l'autoroute à la sortie Etna Heaven. Pour un motif qui lui reste obscur, il n'a pas voulu arriver par l'autoroute, qui était encore en construction dans la région de Derry, le jour où ses vieux et lui avaient secoué la poussière de la bizarre petite ville de leurs chaussures et pris la direction du Middle West. Il aurait certes fait plus vite en restant sur l'autoroute, mais il aurait aussi commis une erreur. C'est pourquoi il a d'abord emprunté la route numéro 9 et traversé le village endormi de Haven avant de tourner sur la route numéro 7. Le jour commençait à poindre tandis qu'il progressait. Puis, le panneau. Il était du même modèle que tous ceux qui marquent les limites des 600 et quelques villes que compte le Maine, mais comme celui-ci lui a broyé le cœur. Penobscot County, Derry, Maine. Au-delà, un panneau des Elks, un autre du Rotary Club, et pour compléter la trinité, un dernier proclamant « Les lions de Derry rugissent pour le fond uni ». Au-delà, ce n'est que la route numéro 7, continuant en ligne droite, entre le moutonnement des pins et des sapins. Dans la lumière et le silence du jour, qui triomphe de la nuit, ces arbres ont cette qualité rêveuse et irréelle de volutes de fumée gris-bleu, immobilisées dans l'air figé d'une pièce scellée. « Derry », pense-t-il. « Dieu me vienne en aide, Derry. Le diable m'emporte. » Il est sur la route numéro 7. À 8 kilomètres de là, si le temps ou une tornade n'en a pas eu raison entre-temps, se trouve la ferme Rollin, où sa mère achetait ses œufs et presque tous ses légumes. 3 kilomètres de plus, et la route numéro 7 devient la route de Witcham, et bien entendu ensuite Witcham Street. Dieu nous donne, alléluia, un monde sans fin. Amen. Quelque part entre la ferme Rollin et la ville, il passera devant la ferme Bowers et la ferme Hanlon. Peu après la ferme Hanlon, il verra les premiers scintillements de la Kenduskig et les premiers fouillis broussailleux de verdure empoisonnée, les luxuriantes basses terres que, pour une raison inexplicable, on appelait les friches mortes. Je me demande vraiment si je vais être capable de tenir le coup. Autant dire toute la vérité, les gars. Je sais pas si je vais pouvoir. La nuit précédente s'est déroulée pour lui comme un rêve. Un rêve qui s'est poursuivi tant qu'il a continué de voyager, d'avancer, d'aligner les kilomètres. Mais maintenant qu'il s'est arrêté, ou plutôt que le panneau l'a arrêté, il vient de s'éveiller à une étrange vérité. Ce rêve était la réalité. Derry est la réalité. On dirait qu'il est incapable d'arrêter l'évocation de ses souvenirs. Ceux-ci vont finir par le rendre fou, croit-il. Il se mord la lèvre, s'étreint les mains très fort, comme pour éviter de voler en éclats. Il sent qu'il ne va pas tarder à voler en éclats. On dirait qu'il y a au fond de lui un fou impatient de ce qui va arriver, mais en dehors de ça, il ne se demande qu'une chose. Comment vais-je me débrouiller pour franchir l'étape
des quelques prochains jours. De nouveau ses pensées s'interrompent. Un daim s'avance sur la route. Il entend même le bruit feutré de ses sabots sur la chaussée. Richie s'arrête de respirer avant de reprendre en douceur. Il regarde, stupéfait. Il n'avait jamais imaginé que sa vie mouvementée pourrait lui réserver un tel spectacle. Il fallait revenir ici pour trouver ça. C'était en fait une biche sortie du bois à droite. Elle s'arrête au milieu de la 7, de part et d'autre de la ligne blanche discontinue. Ses yeux noirs contemplent Richie Tosier avec douceur. Il lit de l'intérêt dans ce regard, mais pas de peur. Il la regarde, émerveillé, et se dit qu'elle est un heureux présage, un signe quelconque, à la Mrs. Azonka, ou une connerie comme ça. C'est alors que lui revient, de manière inattendue, un souvenir lié à Monsieur Nell. La frousse qu'il leur avait fichue ce jour-là, leur tombant dessus, juste après que Bill, Eddie et Ben avaient raconté leur histoire. Et tandis qu'il contemple la biche, Rich prend une profonde inspiration et se retrouve en train de parler l'idiome de l'une de ses voix, celle, pour la première fois depuis 25 ans ou plus, du flic irlandais qu'il avait incorporé à son répertoire après cette journée mémorable. Elle débaroule dans le silence du matin comme une énorme boule de bowling, plus puissante encore qu'il s'y attendait. Jésus-Christ à la jambe de bois! Qu'est-ce qu'une petite mignonne comme toi fabrique dans ce coin perdu? Jésus-Christ! Ferait mieux de rentrer chez toi avant que j'en parle au père aux Staggers. Avant que ne retombe l'écho, avant que le premier jet scandalisé ne commence à le tancer pour ce sacrilège, la biche exhibe sa queue blanche comme un drapeau d'armistice et disparaît au milieu des pins couleur de fumée, ne laissant derrière elle qu'un petit tas de crottins frais pour montrer que, même à 37 ans, Richie Tosier est encore capable d'en sortir une bien bonne de temps en temps. Il se met à rire, doucement tout d'abord, puis il est frappé par le ridicule achevé de la situation. Sur le bord d'une route du Maine, au petit matin, à 5000 kilomètres de chez lui, en train de hurler des incongruités à une biche avec l'accent d'un flic irlandais. Son rire enfle, se transforme en fou rire, le fou rire en hurlement. Il est finalement obligé de s'accrocher à la voiture, pleurant comme une fontaine et se demandant vaguement s'il ne va pas mouiller son pantalon. Chaque fois qu'il reprend un peu le contrôle de lui-même, ses yeux se posent sur le petit tas de crottins et un nouvel accès de fou rire le prend. Reniflant, hennissant, il finit par réussir à se glisser derrière le volant. Il fait repartir le moteur de la Mustang, un camion-citerne passe, ronflement sonore accompagné d'une gifle d'air. Richie repart derrière lui pour Derry. Il se sent mieux maintenant, maître de lui. À moins que ce ne soit le fait de se déplacer, d'avaler les kilomètres qui favorise le retour du rêve. Il se reprend à penser à Monsieur Nell et au jour du barrage. Il leur avait demandé qui avait eu l'idée de cette petite plaisanterie. Il se revoit, lui et les 4 autres, échangeant des regards gênés, et se souvient comment Ben s'était finalement avancé, tout pâle, les yeux baissés, les bajoues tremblantes dans l'effort qu'il faisait pour ne pas bafouiller. Le pauvre gosse devait s'imaginer qu'il allait en prendre pour 5 ans au pénitencier de Shawshank, se dit Richie. Mais il y était allé tout de même. Ce faisant, il les avait tous obligés à le soutenir. C'était ça, ou passer pour des méchants à leurs propres yeux, pour des froussards. Tout ce que n'étaient pas leurs héros à la télé. Un geste qui avait soudé leur groupe, pour le meilleur et pour le pire. Et la soudure, apparemment, a tenu 27 ans. Les événements font parfois comme les dominos. Le premier renverse le deuxième, qui renverse le troisième, et c'est parti. Quand, se demande Richie, a-t-il été trop tard pour revenir en arrière? À quel moment Stan et lui étaient-ils arrivés pour prendre part à la construction du barrage? À quel moment Bill leur avait-il parlé de la photo d'école sur laquelle son frère lui avait cligné de l'œil? Aux yeux de Richie Tosier, il semble que le premier domino soit tombé quand Ben Hanscom s'était avancé et avait déclaré « C'est moi qui leur ai montré. » Comment le faire? C'est ma faute. Monsieur Nell était resté immobile, lèvres serrées,
les mains sur sa grosse ceinture de cuir noir. Il regardait tour à tour Ben et le petit lac qui ne cessait de croître, avec la tête de quelqu'un qui n'arrive pas à croire ce qu'il voit. C'était un Irlandais corpulent, aux cheveux prématurément blanchis et ondulés, soigneusement peigné en arrière sous la casquette bleue de flic. Il avait des yeux d'un bleu éclatant, un nez d'un rouge éclatant et des foyers de petits capillaires éclatés sur les joues. Il était d'une taille au-dessus de la moyenne, mais pour les 5 garçons qui se tenaient penauds devant lui, il devait bien mesurer 2,50 m. Monsieur Nell ouvrit finalement la bouche pour parler, mais Bill s'avança à côté de Ben et ne lui en laissa pas le temps. C'est moi qui ai eu cette idée, réussit-il à sortir péniblement. Il prit une énorme bouffée d'air et, sous l'œil d'un Monsieur Nell impassible, dont l'insigne flamboyait royalement au soleil, Bill bafouilla le reste de ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas la faute de Ben. Ben n'avait fait que se pointer par hasard et leur montrer comment faire correctement ce qu'il faisait mal. « Moi aussi !» intervint soudain Eddie, en venant se placer de l'autre côté de Ben. « C'est quoi ça, moi aussi ?» demanda Monsieur Nell. « Ton nom ou ton adresse, cow-boy à la manque ?» Eddie rougit violemment jusqu'à la racine des cheveux. « J'étais avec Bill avant que Ben soit là, c'est tout ce que je voulais dire. » Richie alla se placer à côté d'Eddie. L'idée de faire 1 ou 2 voix lui traversa bien l'esprit, mais, à la réflexion, ce phénomène était une chose aussi rare que délicieuse pour Richie, il se dit que cela risquerait d'empirer les choses. Monsieur Nell n'avait pas l'air d'être d'humeur hahanante, comme disait parfois Richie. Les ha-ha étaient même sans doute la dernière chose qu'il avait à l'esprit. C'est pourquoi Richie se contenta de dire « J'étais aussi dans le coup », et la ferma. « Comme moi », dit Stan en se plaçant à côté de Bill. Ils se tenaient, tous les 5, en randonnion devant Monsieur Nell. Ben regarda à sa droite et à sa gauche, plus que désorienté, comme stupéfait d'avoir leur soutien. Pendant un instant, Richie crut bien que Meule de Foin allait éclater en larmes de gratitude. « Jésus !» répéta Monsieur Nell. Il prenait un ton dégoûté, mais son visage parut soudain trahir une envie de rire. « Vous me faites une belle bande de rigolos tous les 5. Si jamais vos parents apprennent où vous étiez aujourd'hui, va y avoir des derrières échauffés ce soir. » Richie ne put se retenir plus longtemps. Sa bouche s'ouvrit, c'est tout, et se mit à jacasser comme d'habitude. « Comme ça va-t-il dans votre cambrousse, Monsieur Nell ?» beugla-t-il. « Ha! Ça fait bien plaisir de vous voir, sûr et certain. Vous êtes un sacré gaillard d'homme. Je vous jure que... » « Et moi je te jure que tu vas plus pouvoir t'asseoir pendant 10 jours si tu continues, mon jeune ami. » le coupa sèchement Monsieur Nell. Bill se tourna vers Richie et gronda. « Pour l'amour de Dieu, Richie, ferme-la !»« Excellent conseil, maître William Denbrough, » dit Monsieur Nell. « Je suis prêt à parier que Zach ignore que tu es en ce moment dans les friches en train de jouer au milieu des flottilles de colombins. Hein ?» Bill, les yeux baissés, secoua la tête. Des roses sauvages empourpraient ses joues. Monsieur Nell s'adressa à Ben. « N'ai pas retenu ton nom, fiston. »« Ben Hanscom, monsieur, » fit Ben dans un murmure. Monsieur Nell hocha la tête et examina de nouveau le barrage. « Ton idée, Ben ?» Et moi qui leur ai dit comment faire, oui. Le murmure de Ben était devenu presque inaudible. « Eh bien, voilà un sacré ingénieur. Dis-moi, mon bonhomme, tu connais que dalle au système de drainage de Derry, je suis prêt à parier. » Bill secoua la tête. Presque gentiment, Monsieur Nell expliqua. « C'est un système double. Une partie retient les déchets humains solides, la merde, si ça n'offense pas tes chastes oreilles, et l'autre emporte les eaux usées, c'est-à-dire l'eau des toilettes, des éviers, des douches, des machines à laver. Cette eau s'écoule par les égouts de la ville. Bon, on peut dire que tu n'as causé aucun problème pour le système qui nous débarrasse des déchets solides, puisqu'ils sont déversés un peu plus bas dans la canne du Skig par pompage. Il doit y avoir une bonne tapée de colombins en train de sécher ici et là au soleil grâce à toi, mais aucun risque de voir la merde coller au plafond chez les gens. Mais pour ce qui est des eaux usées, il n'existe pas de pompe. Comprends-tu ? Elles s'écoulent le long des pentes
dans ce que les grosses têtes d'ingénieurs appellent des fosses de drainage. Et je suis prêt à parier que tu sais où se déversent ces fosses, mon bonhomme. Non? Ici? Fit Ben en montrant le secteur en amont du barrage, en grande partie submergé grâce à ses soins. Il n'avait pas levé les yeux, de grosses larmes commençaient à couler lentement sur ses joues. Monsieur Nell fit semblant de ne rien remarquer. Tout juste, mon gros petit père. Toutes les fosses de drainage se déversent dans les cours d'eau qui aboutissent dans les friches. En fait, bon nombre des ruisseaux qui arrivent ici ne sont que des eaux usées. Les sorties sont tellement enfouies dans les broussailles qu'on ne les voit pas. La merde va d'un côté et tout le reste de l'autre. Dieu bénisse l'intelligence des hommes. Et il ne vous est pas venu à l'esprit une seconde que vous aviez passé toute la sainte journée à patauger dans la pisse et les eaux sales de Derry, hein? Eddie se mit soudain à halter et dut se servir de son inhalateur. Savez ce que vous avez fait? Toute l'eau a reflué dans 6 ou 8 des bassins de décantation qui desservent Witcham, Kansas et Jackson, sans compter les petites rues qui les relient. Monsieur Nell fixa Bill Denbrough d'un regard froid. L'un d'eux communique avec ton propre foyer, maître Denbrough. Et voilà comment l'eau ne va plus s'écouler des éviers, des machines à laver, et comment les évacuations vont joyeusement refluer vers les caves. Ben laissa échapper un gros sanglot, comme un aboiement. Les autres lui jetèrent un coup d'œil et se détournèrent. Monsieur Nell posa sa grande main sur l'épaule de Ben. Elle était calleuse et dure, mais non sans une certaine douceur aussi. Allons, ne dramatisons pas, mon bonhomme. On n'en est peut-être pas encore là, disons que j'ai un poil exagéré pour que vous compreniez. On m'a envoyé voir si un arbre n'était pas tombé en travers du courant. Ça se produit de temps en temps. Après tout, en dehors de vous et moi, qui a besoin de savoir que ce n'était pas ça? Il y a en ce moment, en ville, des affaires un peu plus sérieuses qu'une petite histoire d'eau refoulée. Je dirais dans mon rapport que j'ai localisé le tronc en travers et que des garçons m'ont donné un coup de main pour le sortir de là, sans donner de nom. Pas de citation à l'ordre de la nation pour la construction d'un barrage dans les friches. Du coin de l'œil, il observait les 5 gamins. Ben s'essuyait furieusement les yeux avec son mouchoir, tandis que Bill regardait pensivement le barrage. Eddie ne lâchait pas son inhalateur, et Stan se tenait à côté de Richie, une main sur son bras prête à le lui broyer s'il manifestait la moindre intention de dire autre chose que « Merci, monsieur ». Vous n'avez rien à faire dans un coin pareil, les enfants, reprit Monsieur Nell. Il y a bien 60 maladies différentes qui mijotent dans ce potage. D'un côté la décharge et de l'autre les ruisseaux pleins de pisse et d'eau sale, sans parler des moustiques, des mouches noires, des hérons et des sables mouvants. Non, vous n'avez rien à faire dans un endroit pareil. 4 parcs tout propres dans la ville pour jouer au ballon à votre disposition, mes petits gars, et c'est ici que je vous trouve. Jésus-Christ. Ça nous plaît d'y venir, dit soudain Bill, une note de défi dans la voix. Quand nous y venons, personne n'est là pour nous casser les pieds. Qu'est-ce qu'il raconte? Demanda Monsieur Nell à Eddie. Que quand nous venons ici, il n'y a personne pour nous casser les pieds, dit Eddie, la voix menue et sifflante, mais le ton ferme. Et il a raison. Quand nous allons au parc pour jouer au baseball, par exemple, les autres disent « Ouais, d'accord. Vous voulez être 2e ou 3e base ?» Richie se mit à caqueter. « Eddie qui nous en sort une bien bonne. Et sous votre nez. » Monsieur Nell tourna vivement la tête vers lui. Richie haussa les épaules. « Excusez, mais il a raison. Bill aussi a raison. On aime bien venir ici. » Richie crut que Monsieur Nell allait se mettre en colère. Mais le flic aux cheveux blancs le surprit, lui et les autres, en se contentant de sourire. « Ouais. Moi aussi, j'aimais bien le coin quand j'étais gamin. Je ne vous l'interdirai pas, mais faites bien gaffe à ce que je vais vous dire. » Il tendit un doigt vers eux et tous le regardèrent, l'expression sérieuse. « Si vous venez jouer ici, que ce soit toujours en groupe, comme aujourd'hui, ensemble. Vous me comprenez ? » Ils hochèrent la tête en chœur. Tout le temps ensemble. Pas de jeu de cache-cache où chacun est seul dans son coin. Vous savez tous ce qui se passe en ce moment.
Je vous interdis d'autant moins de venir ici que ça ne changerait rien. Mais pour votre propre bien, ici ou ailleurs, restez en groupe. Il regarda Bill. Tu n'es pas d'accord avec moi, maître Bill Denbrough? Si, monsieur, fit Bill. Nous resterons en... N'en dis pas plus. Donne-moi ta main. Bill tendit la main et Monsieur Nell la serra. Richie se débarrassa de la main de Stan et fit un pas en avant. Sûr et certain, Monsieur Nell? Vous êtes un prince parmi les hommes, un sacré type. Il prit l'énorme patte de l'Irlandais dans sa petite main et la secoua énergiquement, un large sourire sur la figure. Amusé, le flic reconnut une parodie lamentable de Franklin Roosevelt. Merci, mon garçon, dit Monsieur Nell en récupérant sa main. Va falloir travailler un peu ça, parce que pour l'instant, tu as autant l'accent irlandais que Groucho Marx. Les autres garçons éclatèrent de rire, surtout de soulagement. Et rire n'empêcha pas Stan d'avoir un regard de reproche pour Richie. Tu es vraiment incorrigible. Monsieur Nell serra les mains à la ronde, en terminant par Ben. Tu n'as pas à avoir honte, mon bonhomme. Ce n'est qu'une erreur de jugement. Quant à votre truc, là, en bas, c'est dans un livre que tu as trouvé le plan? Ben secoua la tête. T'as inventé ça tout seul? Oui, monsieur. Eh ben, nom d'une pipe. Tu feras de grandes choses un jour ou l'autre, sûr, mais pas dans les friches, c'est pas le coin pour ça. Il regarda autour de lui, songeur. Ça n'a jamais été le coin pour ça. Trop pourri. Il soupira. Allez, les enfants, détruisez-moi ce truc. Je vais aller pisser un coup et m'asseoir là-haut, à l'ombre, en attendant que vous remettiez les choses en ordre. Il jeta un regard ironique à Richie en disant ces derniers mots, comme s'il l'invitait à faire une autre de ses sorties. « Oui, monsieur », se contenta de dire humblement Richie. Monsieur Nell acquiesça, satisfait, et les garçons se remirent au travail, se tournant une fois de plus vers Ben, mais cette fois-ci, pour qu'il leur dise comment défaire le plus rapidement possible ce qu'ils avaient bâti selon ses instructions. Monsieur Nell tira une bouteille brune de sa tunique et ingurgita une large rasade. Il toussa, souffla bruyamment, et regarda les enfants, les yeux humides, l'expression bienveillante. « Est-ce que c'est que vous avez dans votre bouteille, monsieur ?» lui lança Richie d'où il se tenait, dans l'eau, jusqu'aux genoux. « Tu ne pourras jamais la fermer, Richie ?» siffla Eddie. « Ça ?» fit Monsieur Nell, l'air légèrement surpris, regardant de nouveau sa bouteille dépourvue de toute étiquette. « C'est le sirop pour la gorge des dieux, mon garçon. Voyons maintenant si tu es capable de pelleter aussi vite que tu parles. » Un peu plus tard, Bill et Richie se retrouvèrent dans la côte de Witcham Street. Bill poussait Silver, après avoir construit puis détruit le barrage. Il ne disposait tout simplement plus de l'énergie indispensable pour propulser l'engin à sa vitesse de croisière. Les deux garçons étaient sales, ébouriffés et recrus de fatigue. Stan leur avait demandé s'ils ne pouvaient pas venir chez lui faire une partie de Monopoly ou de Parcheesi, mais ils avaient refusé. Il se faisait tard. Ben, l'air épuisé et déprimé, avait dit préférer rentrer chez lui voir si personne n'avait rapporté les livres de la bibliothèque. Il avait quelques motifs de l'espérer car chaque volume contenait une carte où figurait le nom et l'adresse de l'emprunteur. Eddie expliqua qu'il voulait voir The Rock Show à la télé. Neil Sedaka devait passer, et il tenait à vérifier si Sedaka n'était pas un noir. Stan lui dit qu'il était idiot, que Sedaka était blanc, qu'on s'en apercevait rien qu'en l'écoutant. Eddie protesta et lui fit remarquer qu'il avait toujours pris Chuck Berry pour un blanc jusqu'au jour où il l'avait vu dans Bandstand. « Ma mère pense toujours qu'il est blanc », ajouta Eddie, « et c'est tant mieux. Elle ne me laisserait sans doute plus écouter sa musique si elle apprenait que c'est un nègre. » Stan avait parié 4 BD à Eddie que Neil Sedaka était blanc, et ils étaient partis ensemble chez Eddie pour en avoir le cœur net. Et c'est ainsi que Bill et Richie s'étaient retrouvés tout seuls, marchant dans la direction de la maison de Bill, sans beaucoup parler. Richie se mit à repenser à l'histoire de l'album de George, avec la photo qui s'animait. En dépit de sa fatigue, une idée lui vint à l'esprit. Une idée idiote, mais qui n'était pas non plus sans attrait.
Billy, mon pote, dit-il, arrêtons-nous 5 minutes. Pause café, veux-tu? Je suis mort. On n'aurait pas cette chance, répondit Bill, qui néanmoins fit halte et posa soigneusement Silver en bordure de la pelouse du séminaire de Derry. Puis les deux garçons s'installèrent sur les marches qui conduisaient à l'entrée de la grande bâtisse victorienne. « Quelle journée !» fit Bill, morose. Il avait 2 taches mauves sous les yeux et son visage trahissait la fatigue de quelqu'un qui n'en peut plus. « Il vaudra mieux appeler chez toi quand on sera à la maison. Sinon tes vieux vont se ronger les sangs. »« Ouais, bien sûr. »« Écoute, Bill. » Richie s'interrompit, repensant à la momie de Ben, au lépreux d'Eddie et à ce que Stan avait failli leur raconter. Pendant un instant, quelque chose affleura son esprit, quelque chose qui avait à voir avec la statue de Paul Bunyan. Mais grâce à Dieu, il ne s'était agi que d'un rêve. Il repoussa toutes ces absurdités et se lança. « Si on allait dans la chambre de George, chez toi, j'aimerais voir cette photo. » Bill regarda Richie, bouleversé. Il voulut parler et n'y réussit pas tant était forte la tension. Il se contenta de secouer violemment la tête. « Tu as entendu l'histoire d'Eddie, Bill, et celle de Ben. Est-ce que tu y crois? » Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont dû voir quelque chose. Ouais, moi aussi. Et je suis sûr que tous les autres gosses qu'on a tués dans le secteur auraient une histoire comme ça à raconter. La seule différence avec Ben et Eddie, c'est qu'ils n'ont pas été pris. Bill souleva les sourcils, mais sans manifester une grande surprise. Richie se doutait bien que Bill avait pu faire le même raisonnement. Il bafouillait, mais il n'était pas idiot. Réfléchis maintenant à ça, grand Bill. Un type a très bien pu se déguiser en clown pour tuer les enfants. Ne me demande pas pourquoi. Mais qui peut dire pour quelle raison agissent les cinglés? D'accord. C'est pas tellement différent du Joker dans une histoire de Batman. Le seul fait d'exposer ses idées excitait Richie. Il se demanda brièvement s'il essayait honnêtement de prouver quelque chose ou s'il n'était pas en train d'embobiner Bill afin de pouvoir voir la chambre et la photo. En fin de compte, c'était probablement sans importance. Le seul fait de voir une lueur d'excitation dans l'œil de Bill suffisait. Mais, et l'histoire de la photo dans tout ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? À voix basse, sans regarder Richie, Bill répondit qu'il pensait qu'il n'y avait aucun rapport avec les meurtres. Je crois que c'était le fantôme de Georgie. Un fantôme dans une photo? Bill acquiesça. Richie resta pensif. L'idée de fantôme ne troublait nullement son jeune esprit, il était convaincu de leur existence. Avec des parents méthodistes, Richie allait à l'église tous les dimanches et au catéchisme tous les mardis soirs. Il connaissait déjà assez bien la Bible, et il savait qu'il y avait toutes sortes de choses bizarres dedans. D'après la Bible, Dieu lui-même était au moins un fantôme pour un tiers, mais ce n'était qu'un début. On croyait aux démons dans la Bible. Jésus en avait fait sortir tout un troupeau d'un type. Vraiment marrant cela. Quand Jésus avait demandé au type qui il était, les démons avaient répondu en lui disant de s'engager dans la Légion étrangère, ou un truc comme ça. La Bible regorgeait d'histoires de ce genre, toutes parfaitement vraies, d'après le révérend Craig et les parents de Richie. Ce n'était donc pas tant l'explication elle-même de Bill qui le gênait, que la logique qui la sous-tendait. Mais tu as dit que tu avais peur. Pourquoi aurais-tu peur du fantôme de George, Bill? Bill porta une main tremblante à sa bouche avant de parler. Il est probablement en colère après moi. C'est ma faute s'il est mort. Je l'ai envoyé avec le Il fut incapable de sortir le mot et mima donc le bateau d'une ondulation de la main. Richie acquiesça pour montrer qu'il le comprenait, mais qu'il n'était pas d'accord. « Je ne crois pas, dit-il. Si tu l'avais descendu, je dis pas. Ou même si tu lui avais donné un fusil chargé, par exemple, et s'il s'était accidentellement tué avec. Mais ce n'était pas un fusil, juste un bateau de papier. Tu ne voulais pas lui faire de mal, en fait. » Richie leva un doigt qu'il agita, comme un avocat qui avance un argument.
Tu voulais seulement faire plaisir à ton petit frère, non? Bill s'efforça de se souvenir, désespérément. Ce que Richie venait de lui dire l'avait fait se sentir un peu mieux, pour la première fois depuis la mort de George, c'est-à-dire depuis des mois. Mais il y avait quelque chose en lui qui tenait absolument à ce qu'il ne se sente pas mieux, qui tenait à ce que ce soit sa faute. Peut-être pas entièrement, mais au moins en partie. Sinon, comment expliquer cette zone glaciale, sur le canapé, entre son père et sa mère? Sinon, comment se faisait-il que plus personne ne parlait à table pendant les repas? On n'entendait plus que des bruits de couteaux et de fourchettes. Et quand il n'en pouvait plus, il demandait qu'on l'excuse et il filait. Comme si le fantôme c'était lui, une présence qui parlait et se déplaçait, mais que l'on n'entendait pas, que l'on ne voyait pas. On la sentait vaguement, sans en accepter la réalité. L'idée qu'il était responsable ne lui plaisait pas, mais l'autre alternative, dans ce cas, lui plaisait encore moins. Il aurait fallu, pour expliquer le comportement de ses parents, admettre que toute l'attention qu'il lui avait dévolue, tout l'amour qu'il lui avait porté, n'avait été que le résultat de la présence de George. George parti, il ne restait plus rien pour lui. Et tout cela s'était produit accidentellement, sans aucune raison. S'approcher de cette issue, c'était entendre les vents de la folie souffler au-delà. Il revint donc sur ce qu'il avait fait, senti et dit le jour de la mort de Georgie, une part de lui-même espérant que Richie avait dit vrai, l'autre espérant tout autant que non. En tant que grand frère, il n'avait pas été un saint vis-à-vis de son cadet. Rien n'était plus certain. Il s'était souvent battu. N'y avait-il pas eu de bagarre ce jour-là? Non, pas de bagarre. Lui-même s'était senti bien trop patraque pour prendre l'initiative d'une querelle avec George. Il avait dormi et rêvé de quelque chose. Rêvé d'une tortue? Petite bestiole marrante. Il ne se souvenait pas de quoi, et il s'était réveillé alors que s'affaiblissait le bruit de la pluie, dehors, et que George grommelait boudeur dans la salle à manger. Il lui avait alors demandé ce qui n'allait pas. George était venu dans sa chambre et lui avait dit qu'il essayait de fabriquer un bateau de papier en suivant les directives de son illustré favori, sans arriver à s'en sortir. Bill avait dit à George d'amener l'illustré. Il voulait confirmer ses souvenirs du camp d'été où il avait appris la technique des bateaux de papier. Assis à côté de Richie sur les marches du séminaire, il se souvint du regard extasié de George quand il avait vu le bateau prendre forme. Il se rappela la joie que lui avait procuré ce regard. Georgie le prenait vraiment pour un as, un champion, le genre de type qui triomphe de toutes les difficultés. Bref, il s'était senti un authentique grand frère. Le bateau avait tué George, mais Richie avait raison. Ce n'était pas comme s'il avait donné à Georgie un fusil chargé pour jouer avec. Bill n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. Comment aurait-il pu deviner? Il prit une profonde inspiration qui le fit frissonner et eut l'impression qu'un gros rocher, dont il n'avait jamais soupçonné la présence, venait d'être enlevé de sa poitrine. Il se sentit immédiatement mieux, à tout point de vue. Il ouvrit la bouche pour expliquer cela à Richie, mais au lieu de cela, il éclata en sanglots. Inquiet, Richie passa un bras sur les épaules de Bill, non sans avoir jeté un rapide coup d'œil à la ronde pour être sûr que personne ne les prendrait pour un couple de tapettes. « Tout va bien, Bill. Tout va bien, d'accord? Allez, vieux, ferme-moi ces robinets. »« Je n'ai jamais voulu qu'il meure, » larmoya-t-il, bafouillant plus que jamais. « Jamais je n'ai pensé à un truc pareil. »« Nom d'une pipe, Bill, je le sais bien. Si tu avais voulu lui faire sa fête, tu l'aurais poussé dans l'escalier ou un truc comme ça. » Maladroitement, Richie tapota l'épaule de Bill et le serra contre lui, avant de le relâcher. « Bon, allez, on arrête de chialer, d'accord? On dirait un bébé. » Peu à peu, Bill se calma. Ça lui faisait toujours mal, mais la douleur lui paraissait en quelque sorte plus propre, comme s'il avait débridé une plaie et retiré ce qui était putréfié à l'intérieur. L'impression de soulagement persistait. Je n'ai jamais voulu sa mort,
Et si tu racontes à quelqu'un que j'ai chialé, je te fous mon poing dans la gueule. Je ne dirai rien, promis. C'était ton frère, nom d'une pipe. Si on me tuait mon frère, je chialerais comme une madeleine. Mais t'as pas de frère. Ouais, mais si j'en avais un. Tu chialerais? Sûr? Richie se tut, observant Bill d'un air inquiet. Il se demandait s'il en avait vraiment fini. Il avait les yeux rouges et continuait de se les essuyer avec son tire-jus. Mais, conclut Richie, le gros de la crise était certainement passé. Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas pourquoi George voudrait te hanter. C'est ce qui me fait dire que la photo a peut-être quelque chose à voir avec l'autre, là, le clown. Mais peut-être que George ne le sait pas, lui. Peut-être qu'il pense que... Richie comprit où Bill voulait en venir et le coupa d'un geste de dénégation. Quand t'es clamsé, tu sais tout ce que les gens pensaient de toi, Bill. Il s'exprimait avec l'air indulgent d'un grand professeur corrigeant les idées stupides d'un cutéreux. C'est dans la Bible. Ouais. Si on ne peut pas voir à travers le miroir actuellement, nous verrons comme si c'était une vitre après notre mort. C'est dans la première épître aux Thessaloniciens, ou la deuxième aux Babyloniens, j'ai oublié. Ça veut dire... J'ai compris. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Allons dans sa chambre et regardons l'album. Ça nous donnera peut-être un indice sur celui qui tue les gosses. J'ai la frousse. Moi aussi. Richie avait répondu d'instinct, histoire de décider Bill, puis quelque chose de lourd se déplaça en lui, et il se rendit compte qu'il avait effectivement une peur bleue.